C'était un mardi matin. Les ouvriers de l'entreprise Capon ont attaché les câbles. Un signal. Et la cheminée de la brasserie du Pélican, celle qui dominait l'île depuis 1921, s'est effondrée dans un nuage de poussière rouge. 42 ans d'histoire, rasée en quelques secondes. Pourtant, à ce moment-là, la bière coulait encore. Les cuves tournaient encore. Le Pélican vivait encore. Mais ailleurs, dans une autre ville, sous un autre nom, entre les mains d'autres hommes. Parce que c'est ça, la vraie histoire de Pelfort. Pas une fermeture, pas une faillite. Quelque chose de plus silencieux et de plus cruel. À son apogée, la brasserie du Pélican produisait 1 million d'hectolitres par an. Sa Pelfort brune brisait tous les codes du marché français. Son nom s'affichait dans chaque estaminet du Nord, de Dunkerque à Valenciennes. À chacun sa Pelfort. Le slogan résonnait dans tout le pays. Aujourd'hui, le logo du Pélican orne toujours chaque bouteille. La recette de 1937 n'a pas changé. Mais qui brasse vraiment cette bière? Qui en est le propriétaire? Et depuis quand une marque peut-elle survivre après avoir perdu sa ville, son fondateur et son âme? Lille 1921. La Grande Guerre vient de s'achever. Le nord de la France relève la tête. Les usines se rallument, les estaminets rouvrent. Et dans les rues de Lille, on danse. Le foxtrot, la valse, le charleston. Les années folles commencent, et avec elles, une soif nouvelle. C'est dans ce contexte que trois hommes se retrouvent au bord de la Deule. Louis Bouquet, Armand de Flandre, Raoul Bonduel. Trois familles de brasseurs lillois. Trois hommes qui se connaissent, qui se font confiance et qui partagent une conviction simple. Le Nord mérite sa propre bière. Pas une bière alsacienne. Pas une bière belge importée de l'autre côté de la frontière. Une bière d'ici, brassée ici, pour les gens d'ici. Bouquet n'est pas un novice. Son grand-père tenait déjà une brasserie dans le quartier Vauban, détruite pendant la guerre. Il ne reconstruit pas seulement une entreprise, il reconstruit une lignée. Ensemble, les trois hommes fondent par la brasserie du Pélican. Le nom vient d'une danse, le foxtrot du Pélican, un titre joué par l'orchestre du Savoy Dancing Club, populaire dans toute l'Europe à l'époque. Ce n'est pas un nom sérieux, diront certains. C'est un nom vivant, répondront les fondateurs. Un nom qui bouge, qui danse, qui reste en mémoire. Ils ont raison. Un siècle plus tard, le Pélican est toujours là. Au départ, tout est modeste. La brasserie produit 10 000 hectolitres en 1921. Les concurrentes sont nombreuses et bien établies. La brasserie du Coq-Hardy, l'Excelsior, la Mode Cordonnier à Armentières. Le Pélican est petit, mais Armand de Flandre est créatif. Et son fils, Jean, sera encore plus audacieux. En 10 ans, la production décuple. 100 000 hectolitres en 1933. La brasserie ne danse plus, elle galope. Et dans les cuves, quelque chose se prépare. Quelque chose qui va changer le visage de la bière française pour toujours. Mais avant ça, avant la gloire, avant les millions d'hectolitres, avant Heineken, il faut comprendre ce que représentait cette bière pour le nord de la France. Le nord n'est pas une région ordinaire. C'est une terre de mines, d'acier, de froid et de solidarité. Les hommes travaillent dur. Ils rentrent épuisés. Et le soir, dans les estaminets aux murs de briques, ils se retrouvent autour d'une table. La bière n'est pas une boisson ici. C'est un rituel, un lien social, presque une identité. La brasserie du Pélican comprend ça mieux que quiconque. Elle ne vend pas de la bière. Elle vend de l'appartenance. Et en 1937, le fils d'Armand de Flandre va inventer quelque chose qui incarne cette appartenance mieux que n'importe quelle campagne publicitaire. Une bière, brune, puissante, anglaise dans l'âme, nordiste dans le cœur. Son nom, Pelfort 43. Et c'est là que tout commence vraiment. 1937. Paris organise l'exposition internationale. Le monde entier regarde la France. Et dans les cuves de la brasserie du Pélican à Lille, Jean de Flandre, fils d'Armand, héritier de la maison, est en train de faire quelque chose que personne n'a encore osé faire dans le nord de la France. Il rentre d'Angleterre. Il a passé plusieurs semaines dans une brasserie britannique. Il a observé, il a appris, et il est revenu avec une levure anglaise, à fermentation haute, et une idée fixe. Créer une bière brune comme les Français n'en ont jamais bu. À l'époque, la bière en France, c'est presque exclusivement de la blonde, légère, dorée, peu maltée. Les brasseurs du Nord suivent alors le marché,
Jean de Flandre, lui, choisit de le contredire. Il assemble deux maltes d'orge différents. Il utilise 43 kg d'orge pour produire un seul hectolitre, soit plus du double de ce que font ses concurrents, qui n'en utilisent que 20. Le résultat est une bière d'une densité, d'une richesse et d'une profondeur inédites en France. Il lui donne un nom, Pell pour pélican, Fort pour sa puissance en malt, TH pour lui donner une touche anglaise, britannique, moderne, et 43 pour les 43 kg d'orge, mais aussi en clin d'œil au 43e régiment d'infanterie de Lille, fierté de la ville depuis la Révolution française. Pelforth 43. Elle est lancée lors de la première foire commerciale de Lille en 1937, et le public la reçoit comme une révélation. Dans un marché dominé par les blondes légères et les bières alsaciennes, cette brune nordiste arrive comme un coup de poing. Puissante, complexe, inattendue, les estaminets en commandent. Les mineurs en parlent, les familles en ramènent des caisses. En quelques années, la Pelfort 43 devient la bière du Nord. Pas parce qu'elle est la moins chère, pas parce qu'elle est la mieux distribuée, parce qu'elle goûte comme le Nord, franche, solide, sans compromis. Puis la guerre arrive. 1940, l'Allemagne occupe le Nord. Les brasseurs sont rationnés en matières premières. La production s'effondre. Les cuves tournent au ralenti. Mais la brasserie du Pélican survit, à peine, mais elle survit. Après la libération, la reprise est foudroyante. La Pelfort 43 redevient simplement Pelfort. Le chiffre 43 est abandonné pour l'export vers l'Allemagne, où il évoque trop directement la bataille de Stalingrad. Mais en France, dans le Nord, tout le monde sait encore ce que signifie ce nombre. 43 kg, le 43e régiment. Une bière qui ne transige pas. Les chiffres de production racontent une ascension vertigineuse. 300 000 hectolitres en 1955, 500 000 hectolitres en 1963. Et ce n'est pas encore le plafond. En 1963, Jean de Flandre crée la Pelfort Pale, une blonde à fermentation basse, pour élargir la gamme et capter une clientèle nouvelle. La brasserie ne mise plus sur un seul produit. Elle construit un empire. La même année, elle quitte Lille. Et c'est là que commence, sans que personne ne le remarque vraiment, le premier effilochage. Parce qu'une brasserie, ce n'est pas seulement des cuves et des recettes. C'est une adresse. C'est une rue. C'est une cheminée qu'on voit depuis le quartier. C'est l'odeur du malt qui flotte le matin sur le boulevard. Quand la brasserie du Pélican quitte Lille, elle emporte ses recettes, ses machines, ses ouvriers. Mais elle laisse quelque chose derrière elle. Quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans un camion. 1954, Jean de Flandre regarde une carte. La brasserie du Pélican est à l'étroit. Les cuves débordent de commandes. Les camions de livraison se croisent dans des ruelles trop étroites. Le site de Lille, au bord de la Deule, a été construit pour une autre époque, celle des 10 000 hectolitres, pas celle des 500 000. Pour continuer à grandir, il faut partir. À quelques kilomètres au nord-est de Lille, la ville de Mons-en-Barœul abrite une ancienne brasserie coopérative, fondée en 1903. Abandonnée, silencieuse, mais dotée d'un atout que Jean de Flandre convoite depuis longtemps. Un sous-sol riche en nappes d'eau souterraines, idéal pour brasser. Il achète 30% des parts, puis il consolide. Progressivement, méthodiquement, il prend le contrôle. À la fin des années 1970, Jean de Flandre possède 95% du capital de la brasserie de Mons-en-Barœul. Le transfert commence en 1963 et s'achève en 1966. Les machines quittent Lille une par une. Les ouvriers suivent. Les cuves sont démontées, transportées, réinstallées. Le site de Mons s'agrandit, se modernise, s'étend jusqu'à couvrir 25 hectares au cœur d'une zone industrielle. À Mons-en-Barœul, la production explose. 1 million d'hectolitres par an à la fin des années 1970. Le chiffre donne le vertige, mais à Lille, il ne reste plus rien. L'entreprise Capon reçoit le contrat de démolition. Les ouvriers s'attaquent au mur. Les bulldozers rasent les entrepôts. Et un matin ordinaire, sans cérémonie, sans discours, sans personne pour retenir ses larmes, les câbles sont attachés autour de la grande cheminée de la brasserie du Pélican. Celle qui dominait le quartier depuis 1921. Celle que les habitants voyaient depuis leurs fenêtres en se levant le matin. Celle qui crachait de la vapeur blanche les jours de grand brassage.
Signal visible à des centaines de mètres à la ronde que la bière était en train de naître. Un signal. La cheminée s'effondre. Le nuage de poussière rouge monte sur le boulevard de Lorraine. Et quand il se dissipe, il ne reste plus rien. Ou presque. 12 colonnes de pierre, alignées à l'angle du boulevard de Lorraine et de la rue Charles de Mussard. 12 colonnes qui matérialisent l'ancien emplacement de la brasserie, comme des dents arrachées dont la gencive garde encore la forme. Personne ne les déplace, personne ne les explique. Elles sont simplement là, témoins muets d'une présence qui n'existe plus. Les passants ne savent pas ce qu'elles signifient. Les enfants jouent entre elles sans se douter. Et les anciens ouvriers du Pélican, quand ils passent que devant, baissent parfois les yeux. En 1972, la brasserie prend officiellement le nom de la bière qu'elle a créée. La brasserie du Pélican devient la brasserie Pelforce. C'est une logique commerciale évidente. Le nom Pelforce est bien plus connu que celui du Pélican. Mais c'est aussi, symboliquement, une seconde disparition. L'oiseau qui avait donné son nom à l'aventure s'efface derrière le produit qu'il a engendré. La marque a dévoré le fondateur. En 1975, Pelforth rachète la marque irlandaise George Killian's, une bière rousse dont le brasseur original avait fait faillite. Elle fusionne avec la brasserie Carlier de Coudekerque-Branche, près de Dunkerque. Elle grossit, elle s'étend, elle absorbe. De l'extérieur, tout va bien, mieux que bien. Mais Jean de Flandre vieillit. L'actionnariat s'est morcelé au fil des années et des héritages. Et au tournant des années 1980, l'homme qui a tout construit, qui a ramené la levure d'Angleterre, qui a inventé la Pelfort 43, qui a conduit l'Empire jusqu'aux millions d'hectolitres, cet homme veut se reposer. Il cherche un repreneur. Et c'est là que la brasserie du Pélican va commettre l'erreur la plus grave de son histoire. Pas une erreur de recette, pas une erreur de production, une erreur de confiance. Elle va se remettre entre les mains de gens qui ne savent pas ce qu'est une bière. 1981. Jean de Flandre pose son stylo sur le bureau. Les papiers sont signés. La brasserie Pelfort, celle qu'il a héritée de son père Armand, celle dont il a fait un empire d'1 million d'hectolitres, celle dont la recette de 1937 est gravée dans sa mémoire comme une prière, ne lui appartient plus. L'acheteur s'appelle BGI, les Brasseries et Glacières Internationales. Un groupe financier aux ramifications tentaculaires, issu des anciennes brasseries et glacières d'Indochine. Des hommes habitués à gérer des actifs, des bilans, des portefeuilles. Pas des hommes habitués à sentir le malt chaud à 6 heures du matin. Ce que Jean de Flandre ne sait peut-être pas encore, c'est que BGI n'est qu'une étape, une salle d'attente. Car BGI sera absorbé. Puis la Société Générale de Brasserie prendra le relais. Puis ce sera la Française de Brasserie, en 1986, née de la fusion entre Heineken France et l'Union de Brasserie. Et derrière la Française de Brasserie, il y a déjà, en filigrane, le géant néerlandais qui attend son heure. 3 propriétaires en 6 ans. 3 groupes qui se passent Pelfort comme on se passe un dossier, sans jamais vraiment l'ouvrir, sans jamais vraiment le lire. Pendant ce temps, à Mont-Saint-Barreul, les ouvriers continuent de brasser. La Pelforce brune, la Pelforce blonde, la George Killian's, la Pélicane, la 33 Export. Les cuves tournent, les camions partent. Les estaminets reçoivent leur livraison. De l'extérieur, rien n'a changé. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est rompu. Une brasserie familiale, c'est un organisme vivant. Elle a une mémoire, des habitudes, des personnes qui savent pourquoi on fait les choses d'une certaine façon. Jean de Flandre savait pourquoi on utilisait 43 kg d'orge par hectolitre, et il savait pourquoi cette levure anglaise et pas une autre. Il savait ce que la Pelforce représentait pour un mineur qui rentrait du fond après 8 heures sous terre. Les nouveaux propriétaires, eux, savent combien ça rapporte. C'est une différence qui paraît subtile. Elle est en réalité abyssale. Dans les bureaux qui se succèdent, Paris, Amsterdam, La Haye, on ne parle plus de bière. On parle de parts de marché, de synergie, de rationalisation des coûts. On regarde les chiffres de Mont-Saint-Barreul avec satisfaction. 1 million d'hectolitres, 3 millions bientôt. Le plus grand site de production Heineken en France. 25 hectares, 450 à 550 employés. Excellente acquisition. Mais personne dans ces bureaux ne se demande ce que ressent un habitant de l'île quand il commande une Pelfort au comptoir. Personne ne mesure le poids de ce mot
Pelfort dans la bouche d'un homme du Nord. Ce n'est pas juste une marque, c'est un repère, c'est une continuité. C'est le goût de quelque chose qui existait avant lui et qui existera après lui. Ce n'est pas quantifiable, donc ça n'entre dans aucun tableau Excel. En 1990, la Française de Brasserie devient officiellement les Brasseries Heineken. Le siège social, qui était encore rue Delphin-Petit à Lille jusqu'en 1987, disparaît définitivement de la ville. La dernière adresse lilloise de la brasserie du Pélican s'efface des registres. Lille n'est plus qu'un marché parmi d'autres, et Pelfort n'est plus qu'une marque parmi d'autres. La troisième du groupe, certes, juste derrière Heineken et Affligem, mais une marque que des managers néerlandais gèrent depuis Amsterdam, avec des outils conçus pour des bières qui n'ont aucune histoire. À Mont-Saint-Barreul, en 1995, 450 à 550 ouvriers travaillent encore sur le site. Ils brassent la Pelfort, la Heineken, l'Amstel, la Buckler. 132 références différentes sortiront bientôt de ces cuves. Puis 146. Le site grossit, les effectifs fluctuent, les certifications s'accumulent. ISO Victor 1001 en 2002, FSSC 2000 ensuite. La brasserie de Mont-Saint-Barreul devient un modèle d'efficacité industrielle. Mais une question reste sans réponse. Dans tout cet empire de cuves et de certification, de références et de marché, de synergie et de rationalisation, où est la brasserie du Pélican? Où est l'homme qui a ramené une levure d'Angleterre par conviction, pas par calcul? Où est la bière qui goûtait le Nord parce qu'elle était née du Nord, pensée pour le Nord, aimée par le Nord? Elle est toujours là, en théorie. La recette de 1937 n'a pas changé. Jean de Flandre lui-même l'a confirmé avant de mourir. Sa formule est intacte. 43 kg d'orge par hectolitre. La levure anglaise. Les deux maltes assemblés à la main. Mais une recette sans âme, c'est une partition sans musicien. Et le musicien, lui, est parti depuis longtemps. Ce qui arrive ensuite n'est pas une chute brutale. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas une nuit où tout s'effondre. C'est pire que ça. C'est une absorption lente, méthodique, presque indolore. Et pour la comprendre vraiment, pour voir exactement le moment où Pelfort cesse d'être Pelfort, il faut retourner à Mont-Saint-Barreul. Il faut entrer dans la brasserie. Il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur des cuves, à l'intérieur des bureaux, à l'intérieur des hommes. Il faut regarder Heineken prendre possession des lieux. Amsterdam 1986. Dans les bureaux du groupe Heineken, un dossier circule. Sur la couverture, 3 lettres, PEL. À l'intérieur des chiffres qui donnent le vertige. 1 million d'hectolitres de capacité, 25 hectares de terrain industriel, un réseau de distribution ancré dans tout le nord de la France, une marque centenaire avec un taux de notoriété exceptionnel et un prix d'achat très raisonnable. Heineken signe. Ce n'est pas une surprise. Le groupe néerlandais regarde la France depuis des années. Il sait que le marché brassicole français est en train de se concentrer. Les petites brasseries ferment les unes après les autres. Les grandes absorbent les moyennes, et les moyennes cherchent un refuge. Pelfort, après ces années de flottement entre BGI et la Française de Brasserie, est épuisée institutionnellement. Elle a besoin d'un actionnaire stable, puissant, structuré. Elle va en avoir un. La transition se fait en 2 temps. En 1986, Pelfort intègre la Française de Brasserie, la structure de fusion entre Heineken France et l'Union de Brasserie. Puis en 1988, Heineken International prend le contrôle direct. Le processus est propre, ordonné, sans heurts visibles. Les ouvriers de Mont-Saint-Barreul apprennent la nouvelle par voie officielle. Il n'y a pas de grande réunion, pas de discours émouvant, juste un changement de logo sur les documents administratifs, un changement de nom sur les contrats et de nouveaux visages dans les bureaux de direction. La brasserie continue de tourner, et c'est précisément là le problème. Parce que quand une acquisition se passe trop bien, quand la transition est trop fluide, quand personne ne crie et que les cuves continuent de produire, personne ne remarque ce qui est en train de se perdre. On ne pleure pas ce qu'on ne voit pas disparaître. Heineken n'est pas un mauvais gestionnaire. C'est même un excellent gestionnaire. En quelques années, le site de Mont-Saint-Barreul devient le plus grand des 3 sites français du groupe. Devant Marseille, devant Schiltigheim en Alsace. La capacité de production grimpe jusqu'à 3,5 millions d'hectolitres annuels.
En 2013, la brasserie produit 280 millions de litres de bière et annonce un investissement de 9,5 millions d'euros pour augmenter encore sa capacité de 10%. Les chiffres sont spectaculaires. Mais regardez-les de plus près. 3,5 millions d'hectolitres, 132 références produites, puis 146. La brasserie de Mont-Saint-Barreul brasse la Heineken, la Desperados, l'Amstel, la Buckler, la 33 Export, la George Killians, la Fligem, l'Edelweiss et des dizaines d'autres marques pour des dizaines d'autres marchés. Dans cette liste, Pelfort figure. Elle est là. Elle existe. Mais elle représente combien exactement dans ces 3,5 millions d'hectolitres? Quelle fraction des 264 employés travaillent spécifiquement pour elle? Quelle part du budget marketing lui est consacrée comparée à Heineken? La marque flagship, la marque mondiale, la marque que le groupe défend avec ses milliards. Personne ne donne ces chiffres. Et c'est peut-être la réponse en soi. Pelfort est devenu ce qu'on appelle dans le jargon industriel une marque locale pilier. Une marque régionale maintenue en vie parce qu'elle génère du volume, parce qu'elle a une base de consommateurs fidèles, parce qu'elle coûte peu à maintenir une fois la recette stabilisée. On ne la développe pas vraiment. On ne la laisse pas mourir non plus. On la gère. Gérer n'est pas aimer. En 1990, la grande enseigne du siège lillois est définitivement décrochée. L'adresse de la rue Delphin-Petit à Lille, celle où Jean de Flandre signait ses courriers, celle d'où partaient les commandes pour tout le Nord, disparaît des registres officiels. Heineken installe ses bureaux français ailleurs. Pelfort n'a plus d'adresse à Lille. Elle n'a plus d'adresse nulle part en réalité. Elle est partout et nulle part. Sur les étiquettes, sur les bâches des camions, dans les rayons des supermarchés, mais sans maison, sans ville, sans l'homme qui se levait le matin en pensant à sa bière. Et voilà la vérité que Heineken ne dira jamais dans ses communiqués de presse. La brasserie de Mont-Saint-Barreul n'est pas la continuatrice de la brasserie du Pélican. C'est son héritière administrative. C'est une entité qui utilise la même adresse, les mêmes cuves agrandies, la même recette, mais qui répond à une logique radicalement différente. La brasserie du Pélican existait pour faire de la Pelfort. La brasserie de Mont-Saint-Barreul fait de la Pelfort pour exister, parmi 130 autres raisons d'exister. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sera jamais la même chose. Et les hommes qui travaillent là-dedans le savent. Pas tous, pas toujours. Mais ceux qui ont connu les deux époques, ceux qui ont entendu parler de Jean de Flandre, qui ont tenu une bouteille de Pelfort 43 d'avant-guerre, qui ont bu cette bière dans un estaminet de Lille quand la cheminée fumait encore sur le boulevard, ceux-là savent. Ils ne le disent pas toujours, mais ils savent. Et bientôt, un matin, la réalité va se matérialiser de la façon la plus brutale qui soit. Pas dans un bureau, pas dans un communiqué. Dans la rue, sur le boulevard de Lorraine, devant 12 colonnes de pierre. Un matin ordinaire sur le boulevard de Lorraine. Pas de date officielle gravée dans les mémoires. Pas de cérémonie. Pas d'article en première page. Juste des hommes en bleu de travail, des câbles épais comme des poignets et une cheminée de briques rouges qui se dresse encore dans le ciel lillois. La dernière trace visible de ce que fut, pendant 42 ans, la brasserie du Pélican. L'entreprise Capon a reçu le contrat de démolition. C'est leur métier. Ils font ça proprement, efficacement, sans sentimentalisme. Ils ont démoli des dizaines de cheminées d'usines dans le Nord. C'est l'époque. Les 30 glorieuses sont finies. Les industries lourdes se restructurent. Les cheminées tombent comme des arbres après la tempête, une par une, dans un silence que personne ne commande vraiment. Celle-ci ne sera pas différente. Les câbles sont attachés à mi-hauteur. Les badauds s'arrêtent sur le trottoir. Quelques-uns, pas beaucoup. Ce n'est pas un événement. C'est juste la fin d'une chose. Parmi eux, peut-être, d'anciens ouvriers du Pélican. Des hommes qui ont passé des années à travailler sous cette cheminée, à sentir la vapeur chaude du brassage monter dans l'air froid du matin, à entendre le souffle des cuves comme on entend une respiration familière. Des hommes qui ont appris leur métier ici, qui ont bu leur première Pelfort ici, qui ont serré la main de Jean de Flandre dans cette cour. Ils ne se sont pas concertés pour venir. Ils sont là par hasard, ou par quelque chose qui ressemble à du hasard, mais qui ne l'est pas vraiment. On revient toujours sur les lieux de ce qu'on a aimé,
L'un d'eux tient encore une vieille bouteille de Pelfort 43, l'étiquette d'avant-guerre, jaunie, fragile. Il ne sait pas lui-même pourquoi il l'a apportée. Un signal. La cheminée résiste une seconde, une seule, comme si elle hésitait, comme si quelque chose en elle refusait encore. Puis les câbles se tendent, les briques cèdent à la base, et dans un grondement sourd qui traverse le sol avant d'atteindre les oreilles, elles s'effondrent. Le nuage de poussière rouge monte sur le boulevard de Lorraine. Il est épais, chaud, minéral. Il sent la brique ancienne et le ciment des années 20. Il enveloppe les badauds, recouvre les voitures garées le long du trottoir, s'infiltre sous les portes des commerces voisins. Les gens toussent. Certains reculent. L'ancien ouvrier à la bouteille ne bouge pas. Il regarde le nuage se dissiper. Et quand la poussière retombe, lentement, paresseusement, comme si elle aussi refusait d'en finir, il ne reste plus rien. Rien, sauf 12 colonnes de pierre, alignées à l'angle du boulevard de Lorraine et de la rue Charles de Mussard. Droites, silencieuses, absurdes dans leur solitude. Elles n'ont pas été démolies. Personne ne sait vraiment pourquoi. Peut-être par oubli, peut-être par une forme inconsciente de respect, peut-être parce que même l'entreprise Capon a senti ce matin-là qu'il fallait laisser quelque chose. 12 colonnes pour 42 ans. Les passants qui empruntent ce trottoir aujourd'hui ne savent pas ce que ces colonnes signifient. Elles sont là, elles font partie du paysage. Elles n'ont aucun panneau explicatif, aucune plaque commémorative. Si vous ne savez pas chercher, vous passerez devant toute votre vie sans jamais comprendre qu'à cet endroit précis, sur ce coin de rue précis, une bière est née. Une bière qui a nourri une région, incarné une identité, traversé 2 guerres mondiales. L'ancien ouvrier à la bouteille repart sans se retourner. Il sait ce qu'il sait, que la Pelfort existe encore, qu'on peut en acheter dans n'importe quel supermarché de France, dans n'importe quel bar de l'île. Que la recette de Jean de Flandre est toujours dans les cuves de Monts-en-Barœul, fidèle à 1907, protégée par Heineken comme un actif commercial précieux. Mais que la cheminée, elle, ne reviendra pas. Et qu'une bière sans cheminée, sans fumée, sans quartier, sans le bruit des cuves qu'on entend depuis la rue, c'est une bière qui a perdu quelque chose d'essentiel. Quelque chose qu'aucun département marketing ne sait nommer. Quelque chose qu'aucun tableau Excel ne peut mesurer. Son adresse, son corps, le lieu où elle est venue au monde. À Mont-en-Barœul, à ce même moment, les cuves tournent. Les camions chargent. Les 264 employés de la brasserie Heineken accomplissent leurs tâches avec précision et professionnalisme. La Pelfort brune, la Pelfort blonde, la Pelfort ambrée, introduite en 2003, sortent sur les lignes d'embouteillage à raison de 122 000 bouteilles par heure. 122 000 bouteilles par heure. Et sur chacune d'elles, le logo du pélican. L'oiseau qui a survécu à tout. À 2 guerres, à 3 déménagements, à 4 propriétaires, à la destruction de la maison qui lui avait donné son nom. L'oiseau qui vole encore. Mais vers où? Et pour qui? Ce sont les questions que se posent, chacun à leur façon, les hommes et les femmes qui ont grandi avec cette bière, ceux qui ont une histoire avec elle, ceux pour qui Pelfort n'est pas une référence dans un portfolio, c'est un souvenir. 3 d'entre eux vont nous le dire. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont jamais travaillé ensemble, jamais bu ensemble, jamais eu de raison de se croiser. Mais ils partagent quelque chose de précis, de personnel, d'irréductible. Ils ont chacun une histoire avec la Pelfort. Et cette histoire leur a appris, à leur façon, ce que ça signifie quand une marque perd son âme sans perdre son nom. Le premier s'appelle Michel. Il a 63 ans. Il est entré à la brasserie de Mont-en-Barœul en 1978, du temps où l'on disait encore aller au Pélican. Son père y travaillait avant lui, son oncle aussi. C'était une affaire de famille, dans le sens le plus nordiste du terme. Pas une entreprise familiale au sens juridique, mais une maison commune. Un lieu où les générations se succédaient naturellement, où les fils apprenaient leur métier en regardant leur père. Michel a connu l'époque Jean de Flandre. Il a connu les discussions à la cantine, quand le patron passait parfois entre les tables, serrait des mains, posait des questions sur la fermentation du jour. Il a connu le moment où les choses ont changé, progressivement, imperceptiblement, mais sûrement. Aujourd'hui,
Michel est à la retraite. Quand on lui demande pour qui il a travaillé, il hésite une fraction de seconde avant de répondre. Pour Pelfort, dit-il. Puis après un silence, enfin, pour Heineken à la fin. Cette fraction de seconde dit tout. Ce n'est pas de l'amertume exactement. Ce n'est pas non plus de la fierté simple et tranquille. C'est quelque chose entre les deux, la conscience d'avoir participé à quelque chose de grand et le sentiment diffus que ce quelque chose de grand lui a, à un moment donné, échappé des mains. Pas violemment, doucement, comme du sable. Il boit encore de la Pelfort brune. Régulièrement, il la trouve bonne. La recette n'a pas changé, il le sait mieux que quiconque. Mais il ne dit plus ma bière quand il en parle. Il dit la Pelfort. La deuxième s'appelle Eliane. Elle n'a jamais travaillé dans une brasserie. Elle est professeure de français à la retraite, lilloise depuis toujours, et collectionneuse. De bouteilles, d'étiquettes, de sous-bocs, d'affiches publicitaires. Sa cave abrite l'une des plus importantes collections privées d'objets Pelfort du Nord, des bouteilles de Pelfort 43 d'avant-guerre, des capsules à 23 dents, la signature de la brasserie depuis 1922, un détail que seuls les initiés remarquent, des affiches lithographiées des années 50, où le pélican trône, majestueux, sur fond de briques rouges. Eliane connaît l'histoire de la brasserie mieux que la plupart des employés de Heineken qui gèrent la marque aujourd'hui. Elle sort régulièrement les bouteilles anciennes pour les comparer aux nouvelles. Elle pose les deux côte à côte sur la table de sa cuisine. L'étiquette d'avant-guerre, au graphisme artisanal, avec ses couleurs légèrement passées, et ses lettres qui portent encore la trace d'un pinceau humain. Et la bouteille actuelle, redessinée en 2012 par la société CLTG, est lancée, moderne, avec le logo Pelfort incrusté sur le col, les épaules arrondies au millimètre par un logiciel. Elle regarde les deux longtemps. C'est la même bière, dit-elle. Mais ce n'est plus le même objet. Elle marque une pause. Une bouteille ancienne de Pelfort, c'est un document. Ça raconte quelque chose. La nouvelle, c'est un produit. Ça se vend. Elle n'est pas contre la modernisation. Elle comprend les impératifs commerciaux. Mais elle sait, avec la précision de quelqu'un qui a tenu des centaines de bouteilles dans les mains, que quelque chose s'est perdu dans la traduction. Pas la recette. Pas le goût. Quelque chose de plus difficile à nommer. La mémoire matérielle d'une bière. L'objet qui porte l'histoire aussi sûrement que le liquide qu'il contient. Le troisième s'appelle Karim. Il a 31 ans. Il tient un bar dans le Vieux-Lille depuis 4 ans. Un bar de quartier, pas un concept, pas une carte de cocktail sur ardoise, pas de bières artisanales, en fût à 10 € le demi. Un bar où les habitués s'assoient toujours à la même place, où le match se regarde en groupe, où on commande par prénom interposé. Il a la Pelfort à la pression. Il a toujours eu la Pelfort à la pression. C'est ce que ses clients demandent. Une Pelfort sans autre précision, comme on dit un café. L'article défini qui indique que le choix est déjà fait, qu'il n'y a pas à chercher. Karim connaît le slogan historique. À chacun sa Pelfort. Il l'a entendu répéter par les anciens. Il l'a vu sur de vieilles affiches. Il trouve ça beau, comme formule. Précis et généreux à la fois. Mais quand il remplit un verre aujourd'hui et que le client dit une Pelfort, Karim sait que le client ne pense pas à Lille. Il ne pense pas à Jean de Flandre. Il ne pense pas à 1937, ni aux 43 kilogrammes d'orge, ni aux 12 colonnes de pierre sur le boulevard de Lorraine. Il pense à la mousse, à la fraîcheur, au verre qui arrive sur le comptoir. À chacun sa Pelfort. La formule tient toujours, mais elle a changé de sens. Elle ne parle plus d'appartenance. Elle parle de préférence. Ce n'est pas la même chose. Karim ne s'en plaint pas. C'est le monde dans lequel il vit, le monde qu'il connaît. Les marques ont des histoires que les consommateurs n'ont pas le temps d'apprendre. Il faut aller vite, servir, encaisser, recommander. Mais parfois, quand la salle est vide et qu'il nettoie les fûts en fin de soirée, il se demande combien de bars comme le sien, combien de comptoirs, combien de verres, combien de une Pelfort, s'il vous plaît, il faut pour maintenir en vie quelque chose que plus personne ne comprend vraiment. Et si la réponse à cette question est assez « est-ce que ça suffit ?» Est-ce qu'un fantôme qui rapporte de l'argent est encore un fantôme? Michel, Eliane, Karim. 3 générations, 3 rapports différents à la même bière, 3 façons de vivre avec la même absence. Aucun d'eux ne pleure la Pelfort. Elle est toujours là,
dans les bars, dans les supermarchés, dans les réfrigérateurs du Nord et d'ailleurs. La recette de Jean de Flandre est intacte. Le pélican est toujours sur l'étiquette. Mais quelque chose dans leur regard, dans cette fraction de seconde de Michel, dans les deux bouteilles posées côte à côte d'Eliane, dans la question silencieuse de Karim en fin de soirée, dit que cette présence n'est pas tout à fait la même chose qu'une existence, et que la différence entre les deux, c'est précisément ce que l'histoire de Pelforce nous apprend. Si on sait l'écouter. Fin 2022, Heineken France annonce la fermeture de sa brasserie de Schiltigheim, en Alsace, un site fondé en 1746. 276 ans d'histoire brassicole alsacienne, effacée d'un communiqué de presse. Les raisons invoquées sont économiques, logistiques, rationnelles. Le groupe va concentrer sa production française sur deux sites, Marseille et Mons-en-Barœul. Mons-en-Barœul va être agrandi. Prenez le temps de mesurer l'ironie de cette phrase. La brasserie du Pélican, celle qui a quitté l'île parce qu'elle manquait de place, celle qui a été vendue parce que son fondateur voulait se reposer, celle qui a été absorbée par un géant néerlandais parce que personne d'autre n'en voulait au bon prix, cette brasserie-là est aujourd'hui le site de production le plus important du groupe Heineken en France. 25 hectares, 3,5 millions d'hectolitres, 60% de la production Heineken sur le territoire français. La première brasserie nationale en nombre de références produites, et elle va encore grossir. Un retour en grâce spectaculaire, une success story industrielle par tous les critères objectifs qui existent. Sauf un, la Pelforce, dans tout ça, la vraie Pelforce, celle de Jean de Flandre, celle des 43 kg d'orge, celle qui brisait les codes en 1937 à la foire commerciale de Lille. La Pelforce est toujours là, fidèle à sa recette, présente dans les bars et les supermarchés, reconnue patrimoine culinaire français depuis 1992. Le logo du Pélican brille sur chaque bouteille avec la même assurance qu'en 1921. Mais elle est devenue, dans la galaxie Heineken, une planète parmi d'autres. Une belle planète, une planète rentable, une planète à laquelle on ne touche pas parce qu'elle génère de la valeur et de la fidélité sans qu'on ait besoin d'y investir massivement. Une planète qu'on maintient en orbite par inertie autant que par choix. Ce n'est pas un crime, c'est même, d'une certaine façon, une forme de respect. Laisser une recette intacte, ne pas la diluer, ne pas la moderniser jusqu'à la défigurer. Heineken aurait pu faire pire. Heineken aurait pu transformer la Pelfort en une blonde internationale sans saveur, effacer le pélican, lisser les aspérités. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas non plus ce qu'aurait voulu Jean de Flandre. Ce qu'il aurait voulu, c'est impossible à savoir avec certitude. Mais on peut imaginer, en regardant les choix qu'il a faits tout au long de sa vie, les risques qu'il a pris, la levure qu'il a rapportée d'Angleterre par conviction personnelle, qu'il aurait voulu une brasserie qui pense à sa bière avant de penser à son bilan. Une maison, pas un actif. Il n'y a plus de maison. Il y a un site de production ultramoderne, certifié, optimisé, qui valorise 100% de ses déchets et qui peut produire 14 brassins différents par jour. Il y a 264 employés qui font leur travail avec sérieux et professionnalisme. Il y a une bière qui goûte exactement comme en 1937 et qui se vend dans des milliers de points de vente à travers la France. Et il y a 12 colonnes de pierre à l'angle du boulevard de Lorraine et de la rue Charles de Mussard à Lille. Toujours debout, toujours sans panneau explicatif, toujours sans plaque, toujours sans personne pour s'arrêter et expliquer aux passants ce qu'elles représentent. Elles sont là simplement, comme une phrase inachevée dans une conversation que personne n'a eu le courage de terminer. Voilà ce que l'histoire de Pelfort nous apprend. Pas qu'il ne faut jamais vendre, pas que les grandes entreprises sont des prédateurs sans âme, pas que le passé vaut toujours mieux que le présent. Ces leçons-là sont trop simples, trop confortables, trop faciles à oublier le lendemain. Ce que Pelfort nous apprend, c'est quelque chose de plus nuancé et de plus dérangeant. C'est qu'une marque peut survivre à tout, à 2 guerres mondiales, à 4 propriétaires successifs, à la destruction de sa maison d'origine, à l'effacement de son fondateur. Elle peut survivre parce qu'elle a une recette solide, une base de consommateurs fidèles, un logo reconnaissable. Elle peut traverser un siècle en restant debout. Mais survivre n'est pas la même chose qu'exister.
Exister, c'est avoir un lieu, un corps, une adresse, des gens qui se lèvent le matin en pensant à vous spécifiquement. Pas à un portefeuille de marque dont vous faites partie, mais à vous. Qui discutent de votre recette comme d'une chose personnelle, qui défendent votre identité comme s'il s'agissait de la leur, qui comprennent ce que vous représentez pour ceux qui vous boivent. La brasserie du Pélican existait. La pelle forte de Heineken survit. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et ce constat vaut bien au-delà de la bière. Il vaut pour tout ce qu'une région peut créer à partir de rien. À partir de 3 familles. D'un nom de danse, d'une levure rapportée d'Angleterre dans les bagages d'un homme passionné. Il vaut pour tout ce qu'on construit avec de l'amour et qu'on finit par gérer avec des tableurs. Il vaut pour la question que toute entreprise, toute institution, tout individu devrait se poser avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, et pas seulement une marque qui porte votre nom? Le Pélican vole encore, sur chaque bouteille, sur chaque étiquette, dans chaque estaminet du Nord, où un habitant commande une pelle force, sans avoir besoin de préciser, dans la cave d'Eliane, où les vieilles bouteilles gardent la mémoire de ce que fut cet oiseau. Dans le regard de Michel quand il hésite une fraction de seconde avant de dire pour qui il a travaillé. Dans la question silencieuse de Karim en fin de soirée, quand il nettoie les fûts et que la salle est vide. Le Pélican vole encore. Mais si vous vous trouvez un jour à Lille, si vous traversez le boulevard de Lorraine à l'angle de la rue Charles de Muissard, arrêtez-vous, regardez les 12 colonnes de pierre et demandez-vous si un oiseau qui a perdu son nid vole encore vraiment, ou s'il cherche depuis tout ce temps un endroit où se poser.